Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de partager ces moments axés sur le décryptage de grandes questions d'actualité avec vous. Nous revenons de nouveau pour parler de l'investiture du gouvernement. C'est depuis 48 heures que le gouvernement a été investi. La première ministre a déjà donc pris aussi la possession de ses bureaux au niveau de la primature. La remise et reprise a déjà eu lieu avec le premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé. Les députés ont adopté le programme du gouvernement chiffré à 92 milliards pour une période de 5 ans. Est-ce un programme fantaisiste ou réaliste? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi revenir sur les tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, les rebelles ADF avaient tué dans le territoire des Béni plus de 50 personnes. Au niveau de Kinshasa, la réaction ou l'attitude renvoyée par les autorités laisse à désirer. Pas de communiqué, aucune action, pas de deuil national décrété. Est-ce que Kinshasa prend au sérieux ce qui se passe à l'est? Nous en parlons sur ces plateaux avec un cadre du parti de Moïse Katumbi. Il s'agit des maîtres John Padou Bonoli. J'ai bien prononcé les noms, je pense. Très bien. Bienvenue. Merci, bonjour. Très bien habillé. J'essaie de faire comme vous. L'opposition bourgeoise. Non, au-delà de tout, l'opposition n'est pas un travail de chaque jour. Moi, j'ai mon petit job. J'essaie de faire en sorte que je passe à Gambela. Par le passé, on avait une image d'une opposition misérable, des opposants qui ne pouvaient même pas s'acheter ou s'offrir ne fût-ce qu'un véhicule. Mais là, on a des opposants qui roulent carrosse, des opposants qui peuvent aussi sabrer champagne. Il y a quand même du changement. Vous avez dit que vous aviez l'impression. Moi, je ne réfléchis pas par rapport à l'impression que vous aviez. Je crois que on essaie de faire de son mieux pour mieux être. Parce que la République nous appartient, donc appartenir à l'opposition, c'est aussi un choix. Autant que ceux qui veulent participer à l'aventure qu'on est en train de connaître. Voilà. Vous êtes dans l'opposition radicale, dans l'opposition républicaine, vous êtes dans la résistance. Vous vous trouvez où? Parce qu'il y a ceux qui se réclament de la résistance, il y a ceux qui se réclament de l'opposition radicale, tout comme aussi il y a d'autres qui se considèrent comme de l'opposition républicaine. Où se trouvent Ensemble pour la République? Non, Ensemble pour la République est une opposition politique, c'est ce qui est écrit dans les textes de la loi. Mais il y a des éléments dans l'exécutif, dans ce qu'on exécute, qu'on doit résister. Il y a des situations où on doit être radicalisé. Et puis il y a des situations où on peut être modéré. Très bien. Voilà. Allez, Ensemble pour la République, comment votre parti se porte? Il y a, le pays vient d'enregistrer ou de signer le retour de l'un de ses fils, Salomo Idi Kalonda Dela, élu député provincial au Maniema, puis sénateur dans les Haut-Katanga. Il est à Kinshasa, sauf peut-être changement des programmes. Il s'est fait enregistrer au Sénat, il a participé même à la première plénière. Est-ce que vous êtes heureux d'accueillir Salomo Escadela? Non, nous sommes dans une joie de les trouver d'abord en bonne santé, un peu plus récupérés que la situation qu'il a pu traverser injustement. Et qu'aujourd'hui, nous glorifions le Seigneur justement parce qu'il peut se mettre debout et échanger avec vous convenablement. Et pour ça, il y a une joie manifeste qui est automatique. Et vous avez même constaté que même au Sénat, il y a ses collègues sénateurs qui sont de la majorité, qui ont manifester la même joie. On chercha à le toucher, à le saluer, vérifier si vraiment c'est lui. Effectivement, c'est lui. Donc, pour nous, c'est une joie immense de le retrouver. Nous avons hâte de voir sa situation être acquittée totalement par rapport à cette situation, parce que le dossier au concours, on doit instruire. Et puis, bon, ici, il y a l'occasion pour moi de féliciter les élus provinciaux du Haut-Katanga, parce que vous savez que aujourd'hui la leçon est donnée de cet élément de tribalisme ou de régionalisme, et les députés du Haut-Katanga, les députés provinciaux ensemble du Haut-Katanga l'ont élu. On donnait une leçon que cette histoire qu'on est en train de vivre, de tribalisation, de clanisme et autres choses dans le pays, donc la leçon est taillée par Ensemble pour la République pour dire que la compétence prime que tout. Voilà pourquoi ils l'ont
Ils l'ont élu comme sénateur, représentant, non, sénateur sorti du Grand Katanga. Qu'est-ce que Salomon Escadela symbolise dans le fonctionnement et de votre parti et dans le fonctionnement de Moïse Katumbi comme individu? Parce que j'ai vu pratiquement tous les membres de votre parti politique dans une liesse, dans la joie totale, tout le monde était heureux, tout le monde parlait en bien de Salomon Escadela. Qu'est-ce qu'il symbolise pour votre parti et pour le fonctionnement de Moïse Katumbi? Bon, je ne sais pas trop parler du fonctionnement de Moïse Katumbi parce que moi-même, je ne maîtrise pas son fonctionnement pour faire l'analyse. Je sais qu'il est parmi les détenants qui ont réfléchi sur la conception de ce qui est devenu ensemble aujourd'hui, parce que le spécial Salomon, l'honorable Salomon, c'est un ancien président d'un parti politique PND, qu'il a su bien gérer de main de maître. Et puis aujourd'hui, lorsqu'ils ont réfléchi avec le Pierre Lumbi d'heureuse mémoire, d'ailleurs demain, il va totaliser 4 ans depuis qu'il est décédé. Et Pierre Lumbi, j'ai parlé donc, avec le doyen José Ndundo, les Mwando, les Kamita, tout. Donc, bref, il est vraiment dans le cercle de ce qu'il y a comme F de l'ensemble aujourd'hui. Donc, c'est un travail de haute gamme et qui fait que sa présence, c'est un atout dans la manière de réfléchir. Ce qui est encore un peu plus étonnant, c'est son comportement, son attitude envers les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui répond brutalement. Même lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, vous trouvez de la douceur et il trouve le mot pour l'exprimer. Voilà des éléments comme ça, même si on n'est pas trop amis, même si on n'est pas trop frère, mais la manière d'être avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui donne une leçon de vie, comment il faut vivre en communauté, comment il faut vivre avec l'autre, comment il faut appréhender la réflexion de l'autre par rapport à soi-même. Est-ce qu'il n'est pas trop encombrant dans le fonctionnement de votre parti? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est par lui que passent toutes les décisions, il influence trop les mesures ou les décisions que doit prendre Moïse Katumbi Tchapoué. Est-ce qu'il n'est pas trop encombrant dans le fonctionnement de votre parti? Vous êtes sûr que quand vous regardez les têtes des membres de l'ensemble, là, il y a quelqu'un qui peut devenir très encombrant pour les autres? Non, je crois que l'analyse, et merci d'ailleurs pour la question, parce que ici, c'est le moment aussi de dire des choses clairement. Il fait son travail, et il le fait très bien. Le reste, vous l'avez vu signer un document de décision, ou consulter, ainsi de suite. Il peut avoir son apport, il peut l'avoir, il peut le faire de sa manière, mais devenir encombrant là où les attributions sont fixées par les statuts règlements intérieurs d'une organisation politique à la taille d'ensemble, non, il n'est pas encombrant. Très bien. Ce sont les gens qui ne comprennent rien, qui pensent que, voilà, d'ailleurs c'est là l'impression. Le terme impression sort de là. J'ai comme l'impression qu'il est encombrant. Non, il n'est pas encombrant. Il n'a jamais été, il ne le sera pas. Parce que ça n'a jamais été dans sa tête. Moi, je crois à ça pour l'avoir approché dans ce Allez, sens. on va parler programme du gouvernement. Une dernière question. Est-ce vrai que l'honorable sénateur Salomon est réellement un monsieur rassembleur, un monsieur conciliant et un monsieur généreux? Ce sont ces 3 caractéristiques qui reviennent souvent quand on parle de lui. Est-ce vrai? Oui, c'est très vrai. Généreux, oui. Conciliant, il le fait d'une manière permanente, même à moi-même. Des fois, il m'arrive des fois d'échanger avec lui, je suis un peu dur dans la manière de réfléchir. Mais il te dit, maître, attends, je vais te répondre après. Et lorsqu'il vient avec l'analyse, vous sentez qu'il a mûri ce qu'il est en train de concevoir. Avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de méthodologie. Des gens de Sakari, on n'en trouve pas moins. On n'en trouve pas trop, j'allais dire. C'est-à-dire ça dépend d'une génération donnée. Il faut étaler ça sur 30 ans pour en avoir quelqu'un qui ressemble à lui. Très bien. Donc, en cette période, Dieu nous a fait grâce de l'avoir. Et il est avec nous. Merci beaucoup. Allez, 92 milliards sur 5 ans, c'est le programme chiffré du gouvernement Soumouina qui a officiellement pris ses fonctions. La remise des reprises d'ailleurs a eu lieu hier entre elle et le sortant Samalou Kondé. Aujourd'hui, on va assister également à d'autres remises et reprises à travers les différents ministères. De manière globale, est-ce que vous pensez que c'est un programme fantaisiste ou un programme réaliste? Vous savez, avant de répondre à votre question, je suis content quand même
qu'on l'ait investi, bien que nous n'avons pas opté pour, parce que nous ne soutenons même pas ce programme fallacieux, un programme très trompeur avec beaucoup de mensonges dedans. Ah bon? Oui, j'y reviendrai. Mais ce qui est important comme leçon à avoir, c'est que au moins, on respecte un peu la Constitution. Ces trucs où on voit le Premier ministre, il est Premier ministre, il est député national, il est sénateur, il va dans toutes ces réunions-là avec violation de textes de loi de la République. Enfin, on aura des ministres qui ne sont pas des députés, qui ne siègent pas. On aura des ministres qui ne sont pas des sénateurs. Ce cumul-là, cette incompatibilité-là, on aura mis fait à ça. Bien que c'est mieux vaut tard que jamais, au moins, ils ont organisé. Vous me posez la question si les 90 milliards sur 5 ans. Non, plus ou moins 18 milliards par an. Non, c'est pour le folklore. Ah bon? Oui. Les 92 milliards sont une promesse. C'est pour voir avec les promesses. Vous savez les conséquences. Ce n'est pas de l'argent déjà mobilisé. C'est une prévision de mobilisation. Exactement. Voilà. Et ça rentre dans ce qu'ils appellent promesse. La conséquence est que c'est utopique. C'est utopique. Création d'emplois, aménagement du territoire, diversification de l'économie, ça sent quand même de l'engagement et de la détermination à travers ces programmes de vouloir bien faire. Non, ils vont signer des arrêtés. Mieux faire. Ils vont signer des arrêtés de mettre les gens à la fonction publique. Et puis ces gens vont attendre 10 ans, 5 ans, ils n'auront pas leur paiement. Tenez la date. Qu'est-ce qu'ils vont créer comme emploi? Où? Ils vont faire quoi? Un programme qui n'accentue pas son travail sur la sécurité du pays. Vous venez de parler. Il faut le renforcement aussi de la sécurité. À travers des fonds qui seront alloués aux militaires, il y a des réformes qui seront menées au niveau de la police. Les fonds qui seront alloués. Lorsque j'ai étudié un peu la grammaire, seront, c'est au futur simplement. Ça rentre dans les promesses. Mais pourquoi êtes-vous pessimiste? Non, je suis... à la réussite de ce gouvernement. Non, c'est la manière dont le gouvernement... Est-ce que vous savez que dans ce gouvernement, il y a même toute une province qui n'est pas représentée? Le Maniema? Voilà. Je crois qu'on pourrait même refaire l'ordonnance. Il n'est pas normal. Plus de, c'est combien? 56, je pense. Bon, voilà. Mais une cinquantaine. Dans une province où vous avez 26 provinces. 26 provinces. Une province n'est pas représentée. Mais une province qui est représentée avec 4, 5. Et déjà comme ça, vous enseignez c'est quoi. Non, on n'est pas injuste. On n'est pas tribaliste, on n'est pas régionaliste. Savoir cet élément-là. Déjà au début, les prémices annoncent mal. Vous pensez que les conclusions seront quoi? J'ai horreur. J'ai horreur parce que le spectacle nous présenté déjà par ce gouvernement au palais du peuple la fois passée, et même la manière dont les gens sont venus applaudir, des dégâts, des incidents. Ça se passe toujours comme ça. Toujours. Ça se passe toujours comme ça. Ah, c'est une habitude. Quand il y a investiture du gouvernement, les gens viennent toujours avec leurs militants. Quand le président doit prendre la parole devant les parlements réunis en congrès, il y a toujours des militants sur les balcons qui viennent applaudir. Depuis Kabila, on a connu ces problèmes. Il y a un professeur qui était sénateur, Zégué, je crois, qui était sénateur, un professeur d'université, il a dit que l'habitude est une maladie sociale. Vous voulez qu'on comprenne un voleur dans les quartiers, non, il y a eu bakakaka. Comme si vous obligez les gens à les considérer comme voleurs et à l'accepter comme tel. Voilà. Ce n'est pas question d'habitude. Mais les incidents, par exemple, où les deuxième vice-présidents viennent en retard, troublent tout, ça aussi, ça fait partie de l'habitude. Bref, c'est pour dire que ce qu'on a vu, je souhaite pour mon pays que les choses marchent. Mais en voyant les acteurs et ceux qui vont agir, je n'espère pas assez. Vous reprochez quoi aux acteurs? Il y a des gens qui ont le profil. Les capacités de mieux faire. Les profils, c'est un élément de papier, mon frère. C'est déjà l'incapacité dans ces... De mieux faire, les capacités de mieux faire. Sur base de quoi avez-vous... Celui qui n'est pas capable de mieux faire, il est quoi?
Il est incapable, non? Mais comment avez-vous décelé cette incapacité de pouvoir bien faire? Parce Mais que vous c'est avez des gens pas... qui ne sont pas encore à l'œuvre. Mais vous avez dit que c'est toujours comme ça, non? L'habitude. Il n'y a rien à corriger par rapport à ça. Vous ne parlez pas dans votre... Dans un pays où il y a trop de déplacés de guerre, vous ne faites même pas allusion. Dans un pays où la sécurité est permanente, vous allez créer quel emploi? Là où il y a l'insécurité. Il y a un problème, il y a un préalable à agir. C'est la sécurité, c'est faire en sorte que vous sortiez calmement, vous rentriez chez vous calmement, par exemple. Que l'Est ne soit pas aujourd'hui, l'Est est considéré comme si on est habitué, comme on est habitué, même si les gens meurent, c'est leur vie quotidienne, donc on peut faire ce qu'on veut. Et vous voulez me faire croire que je dois croire à un gouvernement qui déjà est en train de faire de l'ignorance par rapport aux gens de l'Est. Entre nous, disons, soyons sérieux. J'essaie d'être sérieux dans cette émission, en me conformant à ce que vous posez comme question. Mais nous parlons de la République, notre République. La République et des opposants et de la majorité. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Le président, c'est le président de la République. Même si je suis à l'opposition, c'est mon président. Alors, lorsqu'on voit qu'un parent, un responsable, ne fait pas attention aux autres, et vous croyez vraiment qu'on peut espérer dans un pouvoir pareil? Il y a un musicien qui a dit que le choix, je ne sais pas comment, hein, je fais un peu d'une manière brève, je crois que c'était oiseux, quoi, que au coup, ça, le choix est pourri toute la vie. Les gens sont en train de regretter leur choix. Je viens du Congo profond. J'ai essayé de circuler. J'étais dans un coin où quelqu'un trouve beaucoup d'herbes, la route est savonnée, il prend sa petite famille. Ils se mettent sur la route en train d'arranger, ils prennent le truc pour exiger aux passagers de donner l'argent. Et vous devez donner pour passer. Un péage pratiquement. Un péage de la famille. S'ils ont fait, ils bloquent un péage familial. Voilà. Et lorsque vous venez, non, vous ne passez pas, ou vous entrez dans la forêt pour passer. Le pouvoir est capable ou il est incapable? Bon, en fait, je ne suis pas ici pour poser des questions. C'est une réflexion pour vous dire que je n'espère pas trop. 18 milliards par an comme budget. On passe de 16 à 18 milliards. Les conditions sociales des Congolais vont changer. Les routes seront réfectionnées. L'accès aux soins de santé ou aux services de base seront améliorés d'après ce qui a été présenté. Et tout ça, ça ne vous dit rien? Non, si je dis que ça ne dit rien, c'est trop dire. Parce que je suis en train de lire ce que ça dit quelque chose. Mais croire à ce qui est écrit, non, non. Ça me dit quelque chose, mais je ne crois pas à ça. Qu'est-ce qui motive votre pessimisme? Parce que dans ces gouvernements, on retrouve quand même des têtes réfléchies, des têtes bien faites. Le cas des professeurs Mokoko Samba qui est à l'économie, le monsieur qui est aux finances, Doudou Famba est présenté aussi comme quelqu'un qui maîtrise le secteur financier. Vous voulez me dire autrement que ceux qui étaient là, ce n'étaient pas des hommes capables? Kamere, quand il était à l'économie, là, il nous a promis les maïs qui devraient arriver. Ils ont même fait une délégation jusqu'en Zambie, tout ça, dans quelques mois. Qui avait motivé la Zambie pour qu'elle ne puisse pas nous livrer les maïs, d'après ce qui a été dit. Alors, donnez à Katumbi le pouvoir. Oui, parce que vous pensez que c'est lui qui bloque. Mais donnez-lui le pouvoir, comme ça, il débloque. Alors, sur la logique, parce que moi, je n'aime pas trop de débats sur des individus. Mais faisons quand même une parenthèse. Katumbi bloque tout. Il réussit à bloquer tout un pays. 2 345 000 kilomètres, 345 406, c'est quelque chose, kilomètres carrés. Toutes ces têtes-là, c'est Katumbi qui les bloque. Mais allez, simplement, prenez le pouvoir, donnez à Katumbi, qui débloque. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est folklore de réduire les gens à des débats des individus. Moi, je suis de la Tchopo. Katumbi n'est pas de chez moi. Pour quitter, par exemple, Kisangani, aller à Bouta,
Mais vous allez prendre le Congo-Bololo dès que vous arrivez. Il n'y a pas de route. En tout cas, ce pouvoir ne fera même pas de route. Ah bon? Vous avez vu ça dans le projet? Les projets 145 territoires n'ont pas bénéficié à la province de la Chopo. C'est quoi le projet 145 territoires? Construction des infrastructures, construction des hôpitaux et consorts. Bon, moi, je crois que le débat sur les 145 territoires est passé. Parce que c'est pas passé. La première ministre est revenue encore sur ça dans son programme. Il faut encore accentuer ces programmes ou sa mise en application. Essayons de voir. Et surtout que c'est elle qui chapeautait les pouvoirs comme ministre du plan. Maintenant qu'elle est chef du gouvernement, il faut encore espérer mieux. Appelez-moi une année après. Moi, j'ai dit qu'il n'y a rien qui se fera. C'est le discours d'un opposant. Non, ce n'est pas le discours d'un opposant. Je suis dans l'analyse critique de ce qui se fait. Le programme, oui, il est détaillé, mais sa mise en application. La cohérence du développement des idées qui sont là. Mais d'après vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher la mise en application de ces programmes? Les capacités de mieux faire. Vous expliquez ça comment? J'explique par le fait que la politique, en fait, c'est un travail qui ressemble à un travail de copier-coller. Prendre tel document de Banque mondiale, par exemple, tel rapport, ainsi de suite, on essaie de coller. Ça allait sur le palpable. Et le fait qu'aujourd'hui, la consommation des cabinets ministériels fera déjà autant. Les voyages intempestifs de tous ces ministres, il faut considérer que chaque ministre doit au moins faire un déplacement, tels qu'ils sont là. Je ne parle pas de la grande institution qui peut faire des mouvements en un mois, même 4 fois, avec les coûts que ça peut se ramener. Ça va réduire. Si par exemple on disait aujourd'hui que bon, pas de mouvement de déplacement des ministres, et que s'il y a un problème qui doit se faire à Kanyabayonga, ce sont les experts qui doivent y aller. Ça n'a pas besoin d'un déplacement d'une autorité. On a des rapports là-bas, tout ça. On essaie de contextualiser. Si aujourd'hui, le gouvernement disait que le 40% des provinces sera retenu à la source, je peux encore espérer. Mais quand c'est l'habitude, quand c'est ce qui a été fait, la même pratique qui sera faite, je n'espère pas trop. J'ai beaucoup de respect pour le ministre de l'économie, c'est le professeur Samba. Nkoko Samba. J'ai beaucoup de respect parce que vous l'avez cité. Mais celui qui était avant lui n'était pas aussi moindre que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas le professorat qui travaille. Ce n'est pas l'expertise qui travaille. Qu'est-ce qui travaille alors? C'est le gouvernement qui travaille. C'est l'institution gouvernement qui doit travailler. Et cette institution gouvernement, le conseil de ministres est présidé par le président de la République, excusez-moi de la tautologie. Ce qui fait que c'est l'exécutif qui dirige. On va comptabiliser le nombre de conseils de ministres, ainsi de suite. Ça sera dans ce qu'on fera comme évaluation positive. Au moins là, chaque vendredi, il y aura régularité. Mais le travail, c'était moi, je n'espère pas que ça va aider. Les interventions de nos députés par rapport à la question ont été percutantes. J'espère que les critiques qui ont été amorcées, ils peuvent en tenir rigueur, parce que notre souci dans notre critique est que ils essaient de travailler convenablement. Qu'on me contredise demain que vous êtes venu dire des choses et ça n'était pas allé. Et si ce que j'ai dit est vérifié après-demain, prenez le courage de me féliciter. Madame Judith Touloukassoumouina, première ministre, chef du gouvernement, est-ce que vous la voyez travailler les mains libres? Est-ce que vous la voyez travailler sans interférence, comme évoqué par Vital Kamerhe, que si on laisse Madame travailler sans interférence, elle peut nous produire un travail de qualité? Est-ce que vous la voyez comme cette première ministre rigoureuse, capable de sanctionner les membres du gouvernement qui ne vont pas travailler selon la ligne qui sera tracée par le chef de l'État ou par elle-même? Vous savez que d'abord, je ne la connais pas, comment elle travaille, et j'ai des réserves dans ce que je peux apporter comme critique, mais d'une manière générale,
Vous avez dit... rigoureuse. Oui, la rigueur part de l'individu. Celle qui fera en sorte que les gens ne viennent pas toucher à ce qui est comme ses prérogatives. Parce que tout est déjà détaillé par les lois. Il y aura une ordonnance portant attribution des ministères. Exactement. Si chacun travaille dans la compétence de ce qui lui a été attribué, qu'est-ce qui se fera? Ça sera respecté. Si aujourd'hui, pour prendre un arrêté sur des concessions par le ministre des Affaires foncières, on respecte ce qui est dit, l'avis du procureur, l'enquête préalable, ainsi de suite, ça arrive sur sa table, il signe. Ça sera appliqué. Si aujourd'hui, le recouvrement de l'impôt se fait convenablement par des attitrés et non des exonérations, ça sera fait. Si les péages pour voyager, on fait que même si vous êtes en mission officielle, vous allez à Matadi, au niveau de péage, vous devez payer, l'État doit payer, sans exonération. Ça sera respecté. Donc je crois que la rigueur part de ce qu'on peut donner comme ton. Et le souci pour nous, dans une république, c'est d'avoir un premier ministre, comme c'est une dame, un premier ministre qui fait réellement son travail. Chacun fait son travail. Ceux qui ont la compétence d'un bourgmestre, laissez le bourgmestre agir. Est-ce qu'elle sera en mesure de contrôler tous les ministres? Il y a toujours des ministres qui traitent directement avec le chef de l'État, des ministres qui se considèrent comme incontrôlables, et surtout avec cette influence des conseillers. On a vu plusieurs fois dans ces régimes des conseillers aller chapeauter des projets dans des provinces, avec tout ce qu'on a connu comme fiasco, tout ce qu'on a connu comme couac. Est-ce que pour cette fois au moins, on peut avoir un gouvernement qui a le contrôle sur tout? Bon. Éviter cette histoire de gouvernement parallèle. Voilà pourquoi vous rentrez dans ce que j'ai évoqué comme logique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant qu'on ne comprend pas cette situation-là, je ne peux pas croire à 92 milliards à mobiliser. Si un conseiller du président doit savoir que son travail, c'est d'être à la présidence et de faire des analyses à partir de là. 50 notes techniques. Combien? 50 notes techniques. Non. 50 notes techniques par jour? Par semaine. Il y a quelqu'un qui nous a dit que comme conseiller chargé de l'économie et finances du chef de l'État, il faisait jusqu'à 50 notes techniques par semaine. Oui, mais la note technique, si l'accusé de réception, ça peut aussi se faire. Hein. Ça, il peut attendre. Et non exploiter un dossier quand même, entre nous. C'est sûr qu'il y a... Alors, c'est un extra. Comment éviter le gouvernement parallèle? Comment éviter des conseillers qui sont plus puissants que les membres du gouvernement? Des conseillers qui peuvent gérer à eux seuls des projets qui doivent être gérés au niveau du gouvernement? C'est respecter les attributions de chacun. Si chacun doit faire par rapport au job description, les choses seront faciles. Ça n'a pas besoin d'évoquer trop de théories par rapport à ça. Si l'on sait qu'on doit prendre l'arrêté de mise en place, ainsi de suite, et que le texte, ça passe par la commission de loi qui analyse les textes au niveau des commissions gouvernementales. Et ça se ramène pour analyse au niveau du Conseil des ministres. Et on laisse à celui qui devrait exécuter convenablement son travail. Les choses marcheront. Ce n'est pas de la magie. C'est question de respecter. Ce ne sont pas les textes qui nous manquent. Et puisque ces textes ne sont jamais respectés, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que le PSG, près la Cour de cassation, doit aussi s'activer? Oui, mais c'est le maître de l'action publique. Ce n'est même pas seulement le PSG près de la Cour de cassation. Même le procureur général près la Cour d'appel. En sachant qu'ils peuvent instruire à charge et à décharge. Ce n'est pas le fait de clamer un public ou de dire que tel a fait ceci, que directement c'est la condamnation qui arrive. Mais instruire à charge et à décharge. Et lorsqu'on instruit, je n'ai pas de leçons à donner par rapport à ça. On prend tous les éléments. Il n'y a pas déjà qu'on peut empêcher que non, lui, on ne peut pas l'inviter. Voilà. Si aujourd'hui, on dit à la population, lorsque vous êtes au volant, vous devez suivre votre ligne et non faire des choses. Et que si il y a une contravention par rapport à ça,
Vous envoyez, vous pouvez les laisser partir, vous prenez une plaque, et puis vous savez le chercher, il va payer, il vient avec le truc. Ça sera fait. Donc c'est question de respecter les attributions de chacun. Et lorsque les attributions sont respectées conformément au texte qui nous régissent, les choses seront bien marchées. Très bien. Et on analysant tout ça, on voit qu'ils ne sont pas disposés à faire ça. Très bien. Demain vendredi déjà, je pense qu'il y aura une première réunion des conseils des ministres avec la nouvelle équipe. Des remises et repos, ils sont prévus, c'est jeudi. Est-ce qu'on peut cette fois-ci espérer à un changement, même dans le fonctionnement de ces conseils des ministres? Que ça ne soit pas pratiquement un rituel où les gens savent que chaque vendredi, on doit aller voir le chef de l'État pour les conseils des ministres, et que les conseils servent réellement à la prise de décisions qui seront salvatrices pour le bien-être de la population. Bon, je crois que le conseil des ministres je n'ai jamais été ministre, mais j'estime que le conseil des ministres n'a jamais mal fait le travail. C'est une rencontre de données, chacun est là. Et ils se disent quoi là-bas? Parce qu'on a l'impression comme si... non, je ne sais pas de ce rien qu'ils ne disent. Je crois qu'ils parlent de la République et chaque ministre vient avec le dossier par rapport à l'ordre du jour qui sera établi. Le vrai problème est qu'au niveau de l'exécution de ce qu'on a levé comme option, c'est là le problème. Qui doit suivre l'exécution de tout ce qui sera levé comme option? Le suivi de Parce que le président avait décrié par le passé un problème de supervision et de coordination. Qui doit faire ce travail? Est-ce lui-même? Est-ce la première ministre? Est-ce le ministre, chacun dans son secteur? Non, je crois que le gouvernement, madame le Premier ministre, va suivre l'évolution de chacun de ses collaborateurs, mais permettre aussi à l'Assemblée nationale, au Parlement, de faire le contrôle. La caméra nous a promis un contrôle rigoureux. Oui, ça doit être rigoureux. Et non le folklore qu'on a trouvé à l'inspection des finances, où on voyait l'inspecteur général des finances faire des points de presse comme s'il est devenu procureur de la République. Ce folklore-là, c'est ce qu'on a. Parce qu'un inspecteur général des finances. Vous remettez en cause le travail Je ne remets pas en cause, j'ai trouvé de folklore dans ce qui faisait. La seule institution félicitée par le chef de l'État. Non, moi je ne suis pas dans la félicitation du chef de l'État. Moi je suis citoyen congolais. J'ai ma lecture par rapport à l'inspection générale des finances. Très bien. L'inspecteur général des finances, c'est un OPJ. Son travail s'est fait dans la discrétion la plus totale. Qui fait qu'il a un rapport à remettre au procureur près de la Cour des comptes. Parce que c'est là où se trouve le jugement. Le fait d'accuser quelqu'un d'avoir détourné ne suffit pas. Le fait d'avoir détourné ne suffit pas. Mais il a droit à être entendu. Parce qu'on peut avoir des éléments de détail. Ce travail doit être fait au niveau de la justice. Effectivement. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'aujourd'hui, un OPJ comme un policier, la société peut aussi commencer à faire des points de presse par rapport à son travail? Parce qu'il est OPJ. La rigueur d'une société, c'est que chacun fasse son travail. Pour preuve, c'est que l'inspecteur général, que je salue, j'aime sa compétence, c'est qu'il a fait comme travail. On a abouti à quoi? Aux acquittements, non? Les acquittements, ce n'est pas lui. Non. C'est que les éléments qui ont été en place n'ont pas permis à ce qu'il y ait des éléments de charge. Je vous donne un cas, mon frère. Vous arrêtez quelqu'un en violation du principe d'une arrestation. Mais au fond, il a commis le forfait. Mais l'arrestation peut le faire quitter parce que la forme n'a pas été respectée. Voilà. Lorsque tout ça, c'est comme ça que dans une société donnée, le recyclage est un bon élément. Ce n'est pas le fait qu'on soit nommé. Je demande même à ces ministres-là de faire un séminaire. Ils doivent être soumis à un séminaire. Le séminaire qui va nous coûter 16 millions. Les séminaires, lorsque vous voulez aller ailleurs, il peut même venir chez moi. Il peut venir chez moi. C'est prévu dans la loi des finances votée l'année passée. Que les séminaires pour l'entrée en fonction du gouvernement va nous coûter 16 millions. Les médias l'ont relayé même plusieurs fois. Mais ils peuvent le faire en ligne. Chacun avec son ordinateur, devant l'écran de son bureau, on fait de la matière. Ça aussi, ça va coûter 15 millions. Alors, dans le méthode le plus simple, un séminaire dans la salle gouvernementale ici à... C'est quoi? Sur le boulevard ici. Sur le boulevard ici à Royal. Ils vont se réunir. Ça fera quoi? Avec un pays, une bouteille d'eau à côté. Parce que chacun a à manger chez lui. C'est déjà prévu dans le budget. L'argent doit être décaissé. Malheureusement. C'est là où j'ai dit,
lorsqu'on met dans un truc qui pouvait coûter moins que ça, on met beaucoup d'argent. Et vous espérez qu'ils vont penser aux gens de Béni. Est-ce que dans ce gouvernement, il y a quand même quelques têtes de ministres qui vous donnent une lueur d'espoir? Non, la compétence, il y en a. Moi, je ne peux pas remettre en cause la compétence de chacun. Mais je trouve que le système ne va pas leur permettre de bien travailler. À moins qu'ils suivent le conseil que je suis en train de dire. Donc, croire à des individus, je vais vous dire que moi, je crois à beaucoup d'individus dedans. Il y a de la compétence. Je ne peux pas remettre en cause des individus, des citoyens qui ont été bien formés. Mais est-ce que le système va leur permettre de bien travailler? C'est ça ma question. Est-ce que ça ne sera pas cette fois-là, le ministre de l'économie prend aussi une équipe de ministres, cette fois ils peuvent aller à Tanzanie pour dire que bon, il y a du maïs ici, ça va venir dans 2 mois, et puis vous continuez à croire. C'est là où ça dérange. Très bien, on va parler de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. On a encore tué plus de 50 personnes. Mais ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est l'attitude affichée par les autorités ici à Kinshasa. Jusqu'à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, en tout cas on n'a vu aucun communiqué signé, que ce soit par la présidence ou les porte-parole du gouvernement. On n'a pas vu le gouvernement décréter un deuil national. En tout cas, rien n'est fait. Nous renvoyons quelle image au niveau de la communauté internationale, au niveau de la sous-région, en rapport à ce qui nous arrive? Je réponds à 2 temps. Une partie de ma réponse, je soutiens l'attitude de ne même pas faire des déclarations. Au motif que trop de déclarations tue même l'essence des déclarations. Mais lorsqu'on ne fait pas de déclarations, il faut donner des signaux. Parce qu'aujourd'hui, tous ces groupes, mouvements insurrectionnaires ou toutes ces rébellions, si on peut qualifier ça comme ça, de manière générale, tous ces groupes armés sont en train de fonctionner dans un coin identifié et identifiable. Depuis plusieurs années Depuis aussi. plusieurs années. Il y a même des coins où on le connaît que Hervé, c'est de tels groupes. On les connaît. Ils se promènent, ils sont avec les citoyens. Ils agissent. Mais le pouvoir est capable de prendre des signaux clairs par rapport à ça. On est dans le folklore, peine de mort réhabilitée, machin, des discours, ainsi de suite. Tant que les signaux ne sont pas donnés, ça rentre dans l'habitude. L'habitude, on sait que bon, même si on tue, ils ne feront rien. Ils vont faire une déclaration après 48 heures, il y aura un sextape qui va sortir quelque part, les Congolais seront occupés de ça. Parce qu'on sait nous distraire. Une idée ailleurs, on en fait une actualité, alors que le pays vit dans ce qu'il vit. Donc, moi, je suis en train de voir que trop de déclarations ne servent à rien, mais il faut poser des actes. Et c'est ce que moi, je suggère au gouvernement de poser des actes fiables. Parce qu'on sait, ils ne sont pas éparpillés sur toute l'étendue de la République. On s'est ciblé. Je peux encore rappeler ici que le président avait même promis, dès qu'il prend son pouvoir, le premier mandat, il va aller s'établir là-bas. Mais il peut aller se mettre là-bas. La présidence s'assoit là et le premier ministre il se met là. Il était revenu sur sa décision. Il a dit pour que la paix revienne à l'Est, il n'est pas obligé d'y aller. Mais pourquoi il nous avait dit qu'il sera là? Pourquoi? C'était une promesse de campagne. Ah, donc à la campagne on peut mentir. Une promesse non réalisée, c'est pas une promesse mentie? Je ne dis pas que le président est menteur. Les propos sont mensongers. Et il est revenu sur ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Parce qu'on a tenté sur la voie diplomatique, ça semblait capoter. On a tenté d'activer aussi l'option militaire avec l'arrivée des troupes de l'EAC, de la SADC, les Ouazalendo. On a même décrété l'état de siège depuis 2 ou 3 ans. Mais tout ne semble toujours pas marcher. Qu'est-ce que nous devons appliquer comme thérapie? Ce que nous devons appliquer est clair. C'est se parler entre nous Congolais. Se parler pas nécessairement un dialogue en vie.
c'est désigner. Vous savez que dans des pays à conflit, il y a toujours une structure qu'on appelle vérité et réconciliation. Il faut qu'on ait un truc du genre, avec des hommes crédibles. Qui doivent se réconcilier. Oui, qui doivent poser la question, mais mon frère, vous trouvez vraiment qu'il faut un groupe armé pour arranger chez nous? Est-ce qu'il faut vraiment ceci? Peut-être qu'il y a une raison qui pousse les gens à agir comme ça. Je ne dis pas que la raison serait convenable, mais il faut un cadre comme ça, où les gens peuvent se parler sincèrement. Aujourd'hui, l'injure, la diabolisation, le mensonge sur l'autre deviennent des vertus. Et ça ne renferme pas l'unité. Tout le monde est en train de chanter la consolidation de l'unité nationale, ainsi de suite. L'unité, c'est là où les gens se mettent avec leur diversité pour se parler. Les gens souffrent à l'Est. Les gens souffrent à Kinshasa. Les gens souffrent sur toute l'étendue de la République. Il faut un cadre. Il n'y a que ça comme solution. Il faut un cadre qui nous permet d'échanger, d'essayer d'avoir des éléments. Et qui doit créer ces cadres? Et qui doivent faire partie de ces cadres? Non, moi, je ne suis pas sur la question qui doit faire partie des cadres. Alors, qui doit créer ces cadres? Non, mais c'est le pouvoir en place. Si seulement, parce qu'il y a eu des choses lors des campagnes, des gens qui ont décidé d'avoir des propos assez virulents, discourtois, méchants envers les autres. Ça, savoir que même dans un match de foot, les tacles réguliers sont compris, mais les tacles irréguliers sont sanctionnés. Parce que les élections ressemblent. Alors, c'est comme ça qu'il faut peser les mots. Il y a des blessures. Je donne un exemple comme ça pour mieux me faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui on devrait se parler, essayer d'échanger. Ce n'est pas ça, c'est une position personnelle. Hein? Essayer d'échanger pour que notre lendemain soit mieux. Nous qui avons accepté d'apporter des critiques, de faire l'opposition, nous le faisons dans le respect des textes. Et qu'on comprenne que nous avons droit d'apporter notre critique, notre lecture contre la façon de faire actuelle. Et si pour ça, il faut mettre des intimidations, cachots, arrêter dans ceci, dans un coin inconnu, ainsi de suite, alors que ce travail-là est plus acceptable pour les gens qui sont en train de faire des théories de l'autre côté. Qu'on peut les avoir pour les mettre là dans ces conditions, ça peut au moins se comprendre. Mais quelqu'un qui porte sa parole, qui donne sa position, et vous estimez que c'est celui-là qu'on va nuire. Donc, il faut justement un cadre qui nous permet de changer et le pouvoir a tous les atouts pour mettre ce travail en place avec un facilitateur assez crédible qui sera écouté parce que nous devons faire mieux chez nous, car c'est chez nous. En quelque sorte, vous demandez au président de la République de convoquer un dialogue ou une table ronde qui va, comme ça, réunir les acteurs politiques, question de parler du pays. Je n'ai pas demandé ça. D'abord, si j'ai une demande, je ferai ça au gouvernement, pas au président de la République. La loi me définit l'opposant comme quelqu'un qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Les programmes que vous avez évoqués là. Je suis opposant par rapport au programme, pas par rapport aux individus. J'ai dit, les pouvoirs en place, les gouvernements, l'exécutif, si c'est le président qui peut prendre l'initiative, je ne trouve aucun inconvénient. Mais je ne dis pas que les gens doivent nécessairement se mettre en place. Un facilitateur peut aller partout pour recueillir. Il sera reçu avec des éléments. Essayons de trouver la solution par rapport à cette question. On essaie de trouver la solution. On essaie de trouver la solution. Ce n'est pas qu'ils viennent adhérer dans la gestion, ainsi de suite. Je ne trouve aucun inconvénient que je sois à l'opposition, dès lors que ce pouvoir ne fera rien en 2018, c'est nous qui passerons. Vous disposez d'un plan pour mettre fin à la guerre. Moïse Katumbi nous l'avait dit pendant sa campagne électorale, que s'il arrivait à être élu président de la République, dans les 6 prochains mois, il mettra fin à la guerre à l'Est. Pourquoi vous ne donnez pas ces programmes ou cette stratégie au président de la République pour l'appliquer? Mais ce que j'ai fait là, ce n'est pas une stratégie. Oh.
allez déposer de manière formelle cette proposition Non. au chef de l'État, soit à l'Assemblée nationale, à travers vos élus. Mon frère, vous savez que vous êtes un couloir. Cette émission, ce n'est pas pour le folklore. C'est vrai que les gens ont l'habitude de regarder tout ce qui se chamaille. Ce plateau est un couloir important de transmission de messages. On n'a pas besoin... Je vous rappelle une histoire. Lorsque l'Union sacrée a été créée, nous sommes allés avec un cahier de charges, non? Est-ce que ça a été lu? Est-ce qu'ils prennent le temps de lire tout ça? Vous étiez trop exigeant à l'époque. Trop, c'est un superlatif absolu. Mais qui rend de moins trop ce qui est trop? Vous n'allez pas interdire à quelqu'un d'être trop. Lui, il estime... Est-ce que votre cahier de charges de l'époque prenait aussi en compte la question de la guerre à l'Est? Ou c'était un cahier de charges simplement pour le partage des postes? Je vous promets de vous les ramener. Je serais très heureux de Oui, en lecture, vous allez découvrir le contenu de ces cahiers de charges. Vous allez mettre ça dans votre bibliothèque. Et peut-être que ça sera un ouvrage, parce qu'on m'a parlé que vous êtes en train de préparer un ouvrage à publier. J'aurais attendu dire, vous pouvez mettre ces éléments. Donc je disais que le fait de proposer ce que nous proposons ici, c'est important de le faire. Pas nécessairement un dialogue en cours, mais je trouvais d'ailleurs, parmi les 4 principes, il y a un problème comment ils ont... Il y a un terme qu'ils ont utilisé. Bref, quelque chose de consolidation de l'unité nationale dans le programme du gouvernement actuel. Donc, il faut faire ça. Ce n'est pas que quelqu'un quitte l'opposition pour entrer dans la majorité. Non, parce on ne vous demande pas de quitter l'opposition pour adhérer dans la majorité. On vous demande simplement d'entrer en contact avec le pouvoir, de leur soumettre votre plan ou votre stratégie visant à mettre fin à l'insécurité. Tout ce que nous pouvons faire pour le bien-être de la population, nous n'allons pas hésiter de le faire. Et le travail derrière en vogue parce que... Activez-vous. Non, le travail en vogue, voici ce que je vous dis parce que nous sommes régis par les textes. Je vous ai dit autrefois lorsque nous avons échangé et que... Excusez-moi. Nous devons faire un effort pour que les gens comprennent c'est quoi l'opposition République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'opposition n'est plus comme l'opposition d'hier. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que l'opposition a un texte qui le régisse, une loi organique qu'on appelle statut de l'opposition, qui définit les règles, les droits et les obligations de l'opposition. Et dans ce texte-là, on vous dit qu'il faut un porte-parole de l'opposition. Ça n'a jamais eu lieu. Oui, ça aura lieu parce que le travail était totalement finalisé, parce qu'on exige le règlement intérieur. Et vous savez qu'au niveau, il y a les drafts qui est déjà là. En tout cas, de notre côté, nos élus ont déjà discuté. Ils vont soumettre aux autres pour essayer d'agencer, et même à l'opposition extra-parlementaire. Et qu'après, il y aura d'abord, le Sénat n'a pas encore son bureau définitif parce que on dit que c'est le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale qui fait la facilitation. Exact. Donc, ce petit retard-là est dû au fait qu'au niveau du Sénat, il n'y a pas encore un bureau définitif. Donc, dès que ça sera fait, il y aura un porte-parole de l'opposition, un couloir par lequel les choses vont passer. Mais en attendant qu'on y arrive, l'opposition est à plurielle. Ce que nous faisons comme critique, comme analyse, ce que nos députés ont dû parler par rapport au programme, nous l'endossons et ils peuvent suivre déjà ces éléments. S'ils donnent un chapelet de bonnes intentions par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ça va apporter un plus pour la République qui réunit et la majorité et l'opposition. Qui va porter la voix de l'opposition? Moïse Katumbi est-il partant pour briguer ses postes? Je suis incompétent pour répondre à la question parce que je ne suis ni député national ni sénateur. Et cette prérogative est donnée. Voilà là où je vous dis, essayez de respecter les attributions de chacun. Ensemble, nous respectons les attributions. Nous ne rentrons pas dans les secrets de Dieu pour dire que non, ça sera tel. Non. Les députés sénateurs élus de l'opposition, les rescapés, parce que nos députés sont les vrais élus, les rescapés. Ah bon? Oui, les rescapés de la catastrophe électorale. Donc, vos députés sont des vrais élus. Oui, les rescapés de la catastrophe. C'est les députés fabriqués. Votre terme est fabriqué ou nommé, en tout cas, beaucoup savent qu'ils sont là par la volonté de ceux qui savent qu'ils les ont mis là.
Mais les nôtres ont été des rescapés. C'est comme il y a eu crash d'avion, il y a quand même des survivants. Ce sont ceux qui sont à l'Assemblée. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Je salue tous les amis qui nous ont suivis. Nous sommes ensemble pour la République. Nous remercions cet engouement d'adhésion des membres du pays, des concitoyens qui viennent enrichir. Nous allons faire notre travail conformément aux prescrits de la Constitution et des lois de la République. Le reste est que nous sommes en train de nous organiser, s'il faut parler de réorganisation, pour que les choses soient mieux qu'hier, et nous nous préparons en conséquence pour les échéances électorales qui viennent, parce que nous allons aujourd'hui que la population, je vous rappelle que je viens de circuler dans 3 provinces de l'Est. En tout cas, les gens sont en train de regretter leur choix. Nous leur avons dit, assumons ce qui est arrivé et battons-nous pour que le lendemain soit meilleur. Voilà. Merci pour votre invitation. Les gens regrettent leur choix, pourtant ensemble avait dit qu'il n'y avait pas élection. Et comment les gens vont regretter le choix s'il n'y avait pas élection? Catastrophe électorale. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas élection. Il y a eu catastrophe électorale. Et que ceux qui ont choisi de l'autre côté, dans cette catastrophe-là, sont en train de regretter. Merci. Ma nuance est importante. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas élection. Il y avait plutôt une catastrophe électorale. Merci ça, beaucoup, Maître John Padou. Je pense que de temps en temps, vous allez passer ici pour décrypter avec nous l'actualité. Dès que vous m'invitez, je n'hésiterai pas. Je ferai en sorte que je sois là. Merci. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.